Bonjour et bienvenue au 6e chapitre de ce cours d'introduction à la physique quantique. Dans ce chapitre, nous allons voir plus en détail les représentations X et P ainsi que les inégalités de Heisenberg. Les expériences illustrées au premier chapitre nous ont montré que le comportement d'une entité quantique, que ce soit des photons, des électrons, des atomes ou autres, peut être décrit à la fois comme une onde et comme une particule. Or, les relations de Planck et Einstein fournissent un lien naturel entre le comportement en termes de particules et le comportement en termes ondulatoires. En effet, en écrivant que l'énergie E est égale à h bar oméga et que l'impulsion P est égale à h bar k, on voit que les termes de gauche de ces deux équations, donc l'énergie et l'impulsion, sont liés à une description en termes de particules, alors que les termes de droite, donc la fréquence et le nombre d'ondes, sont liés à une description ondulatoire. Autrement dit, nous utilisons bien les termes énergie et impulsion pour décrire la dynamique d'une particule, et les termes fréquence et nombre d'ondes pour décrire une onde. Donc, on peut voir dans ces deux équations un lien naturel, je dirais même un pont, entre la description en termes de particules et la description en termes d'ondes. Or, il est bien connu qu'un phénomène ondulatoire, ou plus généralement un phénomène périodique, peut être étudié de façon équivalente dans l'espace des temps ou dans l'espace des fréquences. De même, toute onde peut être étudiée de façon équivalente dans l'espace des positions x ou dans l'espace des nombres d'ondes k. L'opération mathématique qui permet le passage d'une description dans l'espace des temps à une description dans l'espace des fréquences est la transformée de Fourier. De même, la transformée de Fourier permet le passage d'une description dans l'espace des positions x à une description dans l'espace des nombres d'ondes k. La transformée de Fourier d'une fonction f de x est une fonction g de k qui satisfait cette égalité. On définit aussi la transformée de Fourier inverse par cette relation. Donc, la transformée de Fourier nous permet de passer d'une description en termes de position x à une description en termes de nombre d'ondes k et vice-versa. La transformée de Fourier peut être aussi vue comme la décomposition d'une fonction sur une base d'onde plane. En utilisant la relation P égale h bar k, il est d'usage en physique quantique d'utiliser la transformée de Fourier ainsi définie. Nous dirons alors que les variables x et p sont des variables conjuguées. À partir de la définition de la transformée de Fourier, on voit que pour que le terme en exponentielle soit sans dimension, si x a les dimensions d'une longueur, alors la variable p aura les dimensions d'une impulsion. En utilisant la transformée de Fourier, nous pouvons donc décrire le comportement d'un système soit dans l'espace des positions, ici par la fonction f de x, ou dans l'espace des impulsions, ici par la fonction g de p. Ces deux descriptions sont équivalentes. La transformée de Fourier se généralise ainsi au cas à n dimensions. Par la transformée de Fourier, toute fonction peut être représentée dans l'espace des positions ou dans l'espace des impulsions. De même, un état quantique peut être représenté dans l'espace des positions ou dans l'espace des impulsions. Nous pouvons dire que les positions ou les impulsions sont deux choix de base possibles pour décrire l'état du système. Imaginons par exemple que l'espace de Hilbert du système soit l'espace f des fonctions d'onde introduit au troisième chapitre. En plus, dans un souci de simplicité, prenons un système limité à une dimension. En utilisant la notation de Dirac, nous écrivons l'état du système dans la forme la plus générale par le ket psi, indépendamment du choix de la base. Prenons l'observable position x. Par le théorème spectral vu au quatrième chapitre, l'ensemble des quêtes propres de l'observable x forme une base de l'espace f. Ici, il s'agit d'une base continue, où la relation d'orthonormalisation s'écrit ainsi et où le symbole delta indique la distribution de Dirac. La relation de fermeture, elle, s'écrit ainsi, où I chapeau est l'opérateur identité. Nous pouvons donc décomposer le ket psi sur cette base en utilisant la relation de fermeture. Si on effectue le produit scalaire entre le bras x et le ket psi, on trouve en utilisant la relation d'orthonormalisation cette égalité, ce qui nous donnera la fonction d'onde psi de x. Or, l'opérateur impulsion Px est aussi une observable, ce qui veut dire que par le théorème spectral, l'ensemble des quêtes propres de l'observable Px forme aussi une base de l'espace f. Nous pouvons donc répéter les mêmes calculs qu'auparavant et décomposer le ket psi sur cette nouvelle base, ce qui nous donnera la fonction phi de Px. Ces deux bases sont deux choix possibles pour représenter l'état du système.
Bien évidemment, ces deux représentations sont équivalentes. On peut démontrer formellement que la fonction phi de px est la transformée de Fourier de la fonction psi de x. On peut donc passer d'une représentation de l'état en position à une représentation en impulsion et vice-versa, tout simplement en utilisant la transformée de Fourier. On appellera représentation x la représentation du quête psi par les positions x et représentation p la représentation du quête psi par les impulsions px. Cela se généralise sans problème au cas à 3 dimensions, où on pourra choisir de représenter l'état du système par ses coordonnées spatiales ou bien par ses composantes de l'impulsion. On parlera alors de représentation R ou plus généralement de représentation en position et de représentation P ou représentation en impulsion. Regardons maintenant comment écrire l'opérateur position et l'opérateur impulsion dans les deux représentations. Nous avons vu que pour quantifier un système, nous devons remplacer le crochet de Poisson de la mécanique analytique par le commutateur divisé par IH bar, ce qui nous conduit à cette relation pour le commutateur entre x et px. Or, la valeur du commutateur entre x et px est indépendante du choix de la base. Autrement dit, qu'on choisisse une fonction psi de x ou bien phi de px, cette égalité doit être satisfaite. En représentation x, donc, en appliquant le commutateur à une fonction psi de x appartenant à l'espace f, nous avons déjà vu que le choix opérateur x égale x et opérateur impulsion égale moins i h bar d rond sur d rond x satisfait à cette égalité pour le commutateur entre x et px. En représentation p, nous appliquons ce commutateur à une fonction phi de px appartenant à l'espace f. Afin de satisfaire à cette égalité, nous pouvons choisir l'opérateur px égale à px et l'opérateur x égale à i h bar fois d rond sur d rond px. La démonstration se fait facilement en utilisant la définition de commutateur, en l'appliquant à une fonction générique phi de px appartenant à l'espace f, où on trouve facilement cette égalité qui est valable pour toute fonction phi de px appartenant à l'espace f. Donc, ce choix aussi satisfait à l'égalité sur le commutateur entre x et px. Il est intéressant de résumer l'expression des opérateurs x et px en représentation x et p respectivement. En effet, en regardant ce tableau, nous remarquons qu'il y a une antisymétrie dans l'expression des deux opérateurs dans les deux représentations, qui est une conséquence de l'antisymétrie de la relation de commutation entre x et px valant i h bar. Le choix de la représentation à utiliser est arbitraire et il est dicté uniquement par la simplicité de traiter un système dans l'espace des positions ou dans l'espace des impulsions. Autrement dit, selon le problème à traiter, il peut être plus simple d'utiliser l'une ou l'autre de ces deux représentations. Dans ce cours d'introduction à la physique quantique, nous allons par contre toujours utiliser la représentation X qui se révélera être le choix le plus convenable.